Bonsoir à tous. À la une de ce journal, un tollé de réactions après l'annonce de la candidature de Maître Akérémouna à l'élection présidentielle prévue en 2018. 2 fois bâtonnier au Cameroun, fils de l'ancien vice-président de l'ex-République fédérale du Cameroun et figure majeure de la lutte anticorruption, Maître Akérémouna est sorti de sa réserve pour, en ces heures troubles de la vie nationale, après avoir critiqué la malgouvernance au Cameroun, il veut construire une nouvelle république fédérale. Quelles sont les chances de succès de sa candidature annoncée dans un processus électoral vicié et contesté au Cameroun? Qui est-il réellement? Dans ce journal, un autre bâtonnier s'exprime sur cette candidature annoncée de Maître Akérémouna. Vous écouterez dans ce journal Maître Charles Tchongan. Et cette crise sociopolitique anglophone s'enlise et laisse transparaître des divisions au sein de l'Église catholique du Cameroun entre les évêques anglophones pro-fédéralistes et ceux qui en appellent à une décentralisation totale. Analyse et décryptage de ces divergences politiques au sein de l'Église catholique, c'est à suivre au cœur de ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. Il a décidé de se lancer dans la course à l'élection présidentielle prévue en 2018. Maître Akérémouna est sorti de sa réserve pour annoncer aux Camerounais sa volonté de construire une nouvelle république où les Camerounais vivront dans l'union et la paix, sans tribalisme, sans injustice, sans favoritisme. 2 fois bâtonnier au Cameroun, figure majeure de la lutte anticorruption, Maître Akérémouna invite Paul Biya à se retirer et préparer une transition pacifique afin que les Camerounais élisent pour la première fois un président de la République. Il estime avoir les atouts pour être le prochain président de la République du Cameroun. Il vient de faire son annonce à l'élection pour être candidat à l'élection présidentielle au Cameroun. Quelles sont les chances de cette candidature annoncée de Maître Akérémouna à l'élection présidentielle? Certes, la loi électorale consacre le dépôt de candidature via un parti politique ou encore de manière indépendante, mais des spécialistes des questions électorales ont identifié des vices subtilement introduits dans la loi électorale et pouvant bloquer à la dernière minute un candidat putatif à l'élection présidentielle. Pourtant, cela est en parfaite contradiction avec la charte de l'Union africaine. Aïk Cyril et Joël Essengue nous en disent plus dans ce reportage. Maître Akérémouna annonce son intention de briguer la magistrature suprême l'année prochaine. A priori, sa candidature ne pose aucun problème au regard de la loi électorale en vigueur au Cameroun. Tout candidat aujourd'hui, Maître Mouna ou tout autre, pourrait soit être validé par un parti politique, soit obtenir 300 candidats, 300 signatures dans les différentes régions du Cameroun. Il faudrait pour cela avoir 30 signatures par région. Et les 30 signatures, ce n'est pas la signature de n'importe qui, c'est des personnes qui sont supposées être représentatives des communautés locales, notamment les conseillers municipaux, les élus, les députés ou autres sénateurs, les chefs traditionnels des degrés considérables. Il existe donc 2 possibilités, mais pour ce qui est des partis politiques, la loi exige que pour qu'un parti politique présente une candidature à l'élection présidentielle, il faut avoir au moins un élu. Au moins un élu. Qu'est-ce qu'il s'agit d'un conseil municipal, ou d'un député, ou d'un sénateur, il faut avoir au moins un élu. En ce qui concerne les candidatures indépendantes, il faut 30 signatures, 30 lettres de parrainage de candidature, qu'il s'agisse de 30 chefs traditionnels, s'il y en a des chefs traditionnels de premier degré, là-bas, dans cette localité-là, ou de 30 conseils municipaux, ou de 30 députés ou sénateurs, il n'y a pas de problème. Ou 10, 20, ainsi de suite. Donc, aucun quota n'est exigé par la loi. Dans la configuration politique actuelle, 15 partis seulement peuvent investir un candidat. La séquence électorale, si on respecte le calendrier, fait que l'élection présidentielle viendra après les élections législatives et municipales. Donc le corps potentiel des partis politiques susceptibles de porter une candidature n'est pas encore connu. La même crainte est soulevée
Pour ce qui concerne les candidatures indépendantes, il est tout à fait difficile pour un candidat de pouvoir obtenir les 30 par région. Parce que vous pouvez avoir 500 signatures dans cette région et dans d'autres régions, vous n'arrivez pas à avoir une signature. Et quand on sait qu'il y a des localités aujourd'hui où le RDPC s'est accaparé l'ensemble des conseils municipaux, il sera donc difficile d'aller piquer dans le RDPC les 30 signatures requises. Selon des experts, la loi électorale en vigueur au Cameroun est en contradiction avec la charte de l'Union africaine, en ce sens que pour les candidatures indépendantes à l'élection présidentielle, elle est essentiellement discriminatoire. Et cette candidature annoncée de Maître Akerémouna suscite un tollé de réactions au Cameroun. Qui est-il réellement, au-delà du fait que c'est le fils de l'ancien vice-président de l'ex-République fédérale du Cameroun? Nous en parlerons dans ce journal avec le bâtonnier Charles Tchungan, invité dans la deuxième partie de ce journal. Mais avant, déroulons le fil conducteur de ces différents candidats déclarés jusqu'ici au Cameroun, qui comptent bien sûr être dans la course pour le fauteuil présidentiel en 2018. On lève le voile avec Eric Ouattat et Donald Anouza. L'avenir de notre pays pourrait bien dépendre de ce qui se passera demain. Ces dernières semaines, j'ai échangé avec de nombreux Camerounais, des citoyens provenant de tous les horizons, à l'intérieur du pays comme à l'extérieur. Maître Akerémouna est candidat à la présidentielle de 2018 au Cameroun. L'ancien bâtonnier de l'ordre des avocats, pour coller à l'actualité de l'heure, affirme que si l'électorat lui accordait l'accès à la magistrature suprême, il choisira le fédéralisme. À côté de la candidature du fils de Tandeng Mouna, l'un des pères fondateurs du Cameroun réunifié, l'on compte à ce jour plus d'une dizaine de candidats déclarés au putatif. Parmi les postulants, l'opinion a enregistré en avril 2017 la candidature de Jean-Blaise Ngouet, jusqu'alors connu comme représentant au Cameroun d'une marque de produits électroniques. Celui qui veut diriger le pays sous la bannière du mouvement patriotique pour le changement du Cameroun dévoile un programme politique qui a pour point d'orgue la création d'un statut particulier pour les anciens chefs d'État et les ex-premières dames à qui il veut assurer une impunité constitutionnelle pour les actes posés au cours de leur mandat. D'autres jeunes loups aux dents bien longues, manifestement séduits par l'effet Macron en France, lorgnent avec sérieux le fauteuil présidentiel. Même si Cabral Libi, présenté comme tête de file de ce courant, ne s'est pas officiellement constitué candidat, certains de ses congénères ont déjà annoncé leur ambition politique pour 2018. Serge Espoir Matomba, la trentaine révolue, a été désigné le 10 juin 2017 par son parti, le Peuple uni pour la rénovation sociale, comme candidat de cette formation politique. Le conseiller municipal de Douala 4e s'appuie sur la jeunesse afin de proposer une alternance politique axée sur la bonne gouvernance. À cette liste non exhaustive s'ajoute le leader du parti de l'Esprit d'Avril 48, Jean-Marc Ngos, le candidat déclaré à la succession du président Biya et qui se revendique des connaissances en sciences occultes, appelle le peuple camerounais à se retourner vers Dieu pour libérer la nation. En attendant, l'agenda précis de cette élection, encore lointaine mais certaine, force est de constater que la présidentielle 2018 crée des vocations particulièrement chez les nouveaux venus de la scène politique qui auront certainement maille à partir avec la vieille garde, plus aguerrie par l'expérience politique et dont de nombreux leaders tardent à déclarer leur intention pour 2018. Toujours dans ce chapitre politique, l'Union des populations du Cameroun n'a pas encore officiellement choisi son candidat pour la prochaine élection présidentielle. Mais jusqu'ici, l'on connaît déjà la nouvelle équipe dirigeante de l'UPC. Dr Pierre Baleguel-Nkot et Abiba Issa Douala sont le nouveau tandem placé à la tête de l'UPC. Explication avec Emmanuel Diop et Guy Zogo. Le 7e congrès de l'Union des populations du Cameroun vient de livrer son verdict pour ce qui est des dirigeants de ce parti. Le nouveau secrétaire général élu à l'issue de ce congrès est le docteur Pierre Baleguel-Nkot, tandis que la présidence est dirigée par Abiba Issa Douala. Le nouveau secrétaire général indique déjà les chantiers prioritaires. Il faut structurer le parti à la base, au niveau des régions, parce qu'il y aura les régionales, au niveau des départements, parce qu'il y aura les législatives, au niveau des arrondissements, parce qu'il y aura les municipales. Donc, plus notre mouvement est structuré à la base, plus nous aurons des listes à présenter et plus nous aurons la chance de gagner des mairies et des députés. Au sujet de l'alliance avec le RDPC,
Sans l'araignée, il estime que l'UPC est en quête du pouvoir et prendra part au scrutin à venir. Notre vision, c'est d'avoir des députés. C'est d'aller aux élections présidentielles. Savoir tout le pouvoir ou une partie du pouvoir. Quand vous êtes dans cette position, il peut arriver que même le parti qui sort premier soit affaibli. À ce moment, qu'est-ce que vous faites? C'est un gouvernement d'union nationale. Bon, vous ne pouvez pas bloquer un pays parce que vous dites que je ne me fraude pas à ces partis, alors que vous êtes l'union des populations du Cameroun. Au sujet de l'unité de l'UPC, qui est le talon d'Achille de ce parti, son nouveau secrétaire général annonce une démarche en direction de l'honorable Robert Bapolipote, absent lors de ce congrès. La première chose que je dois faire, c'est bien évidemment de lui tendre la main, parce que, en l'occurrence, nous sommes quand même les chrétiens. Je crois que vous allez à l'église, vous savez que Jésus-Christ, ce qu'il faisait, c'est lui qui allait vers les gens, pas eux qui venaient vers lui. Donc, il faut lui tendre la main. Il vient, on cause, il rejoint le parti, il a une expérience en tant que membre du Parlement, en tant que député. Nous avons besoin de cette expérience dans le parti. À l'UPC, on veut croire que le temps de la refondation est arrivé. La construction de l'unité nationale est mise à rude épreuve au Cameroun. La montée des revendications à caractère sécessionniste et les violences meurtrières en sont la parfaite illustration. Alors que la crise sociopolitique anglophone s'enlise, la conférence épiscopale nationale reproche au gouvernement de brouiller les pistes d'un dialogue franc et sincère, au cours duquel toutes les vérités historiques doivent être abordées sans tabou. Des précisions avec Élisée Bogba et Aïk Cyril. Visé par une plainte d'un groupe de parents d'élèves, des évêques de la province ecclésiastique de Bamenda ont récemment bénéficié de l'arrêt des poursuites. Mais la conférence épiscopale nationale du Cameroun exige que les auteurs de cette plainte soient eux aussi traduits en justice. C'est trop facile d'obtenir des gens en justice et après de décider que les charges sont... Je crois que c'est pas sérieux. Nous souhaitons qu'il n'y ait plus ce genre d'amateurisme. Si les gens n'ont rien fait, il ne faut pas les assigner en justice. S'ils ont fait quelque chose, il faut aller jusqu'au bout. Parce qu'il ne faut pas donner l'impression qu'on a pitié des évêques. Alors, c'est pas sérieux. Parce que le point d'interrogation va rester quand même. Et si effectivement on a tenu les évêques en justice pour rien, que ceux qui l'ont fait, n'est-ce pas, répondent de leurs actes. Sur le problème anglophone, proprement dit, la conférence épiscopale nationale du Cameroun, à travers la commission Justice et Paix, pense qu'il y a des vérités historiques à ne pas cacher. Un dialogue, mais un dialogue que j'ai qualifié sans complexe, hein, et en lien avec la vérité. Parce qu'il y a une vérité historique. Vous voyez ? Et l'évangile dit la vérité libère. Tant qu'on occulte, n'est-ce pas, cette vérité historique, le dialogue précédent ne peut pas être franc. S'agissant de la forme de l'État, les évêques optent pour le respect de la Constitution qui consacre l'État unitaire décentralisé, même s'ils se défendent d'avoir clairement pris position à ce sujet. Donc il n'est pas question d'un choix que les évêques ont fait. Les évêques demandent que précisément le choix qui avait été fait de façon constitutionnelle qu'il soit mis en place. Nos textes fondamentaux ont quand même retenu, depuis plusieurs années, j'insiste, n'est-ce pas, la forme en lien avec la décentralisation. Eh bien, les évêques estiment que si elle avait déjà été mise en place, la probabilité est grande que ce que nous vivons maintenant soit un peu atténué. Si les évêques optent pour le dialogue en guise de solution à la crise anglophone au Cameroun, ils exigent également plus de justice au propre comme au figuré. Vous l'avez vu, cette crise sociopolitique anglophone laisse transparaître des divergences d'opinion politique au sein de l'Église catholique du Cameroun. D'un côté, la conférence épiscopale plaide en faveur d'une décentralisation totale des institutions publiques. Dans le chaudron de la crise, les évêques anglophones de la province ecclésiastique de Bamenda vont bien plus loin en exigeant la mise en place d'un fédéralisme. Pour la conférence épiscopale, chaque Camerounais doit reconnaître sa responsabilité dans le malaise social
qui prévaut dans les régions anglophones. Par contre, les évêques de la province ecclésiastique de Bamenda estiment que le régime de Yaoundé et le RDPC sont les principaux responsables des escalades de tensions qui prévalent dans les différentes régions anglophones. Comment comprendre ce ton incisif des évêques anglophones qui contraste avec le ton modéré de la conférence épiscopale? Élément des réponses dans ce reportage signé Kate Diarra. C'est le 4 octobre dernier que les évêques de la province ecclésiastique du Nord-Ouest ont signé une sortie dans laquelle ils dénoncent et condamnent la montée de violences enregistrée dans les régions anglophones au cours des manifestations du 22 septembre au 1er octobre 2017. De nombreux jeunes, parmi lesquels de simples fidèles de l'Église, auraient été torturés, incarcérés et même tués, tandis que de nombreux autres sont portés disparus. Les évêques vont plus loin et s'insurgent contre le cynisme des dirigeants en raison des manifestations des personnalités du RDPC qui ont marché le 1er octobre sur toute l'étendue du territoire pour commémorer la réunification, alors qu'en face, un peuple qui revendiquait son indépendance était discriminé, persécuté. Un état de choses qui aurait poussé le peuple en question à se radicaliser, conclut-il. Ils en appellent à la libération des personnes incarcérées, la démilitarisation des deux régions, le passage à l'État fédéral pour éviter le génocide. Une position taxée de radicale et partisane. Radicale qui est constituée des évêques de la zone anglophone, notamment, qui, dans une approche de manque de distanciation par rapport aux faits, parce qu'ils sont originaires de la zone, donc ils versent dans ce qu'on appelle repli identitaire et manquent quelquefois d'objectivité et de lucidité dans l'analyse de la situation. Une position qui va à l'encontre de celle prise par la conférence épiscopale nationale du Cameroun, qui pour sa part en appelle à l'intensification des prières en faveur de la paix, au dialogue et à la décentralisation totale des institutions publiques. Un rôle de pacificateur et de rassembleur propre à l'Église. Un côté de la conférence épiscopale qu'on peut appeler modéré, en reconnaissant que l'État a le pouvoir régalien de résorber cette crise, mais condamnant quand même la violence qui est exercée par la destruction des biens, par des violences exercées, de voies de fait sur des personnes, c'est qu'aucun texte biblique, quitte à convoquer les exégètes de la Bible, aucun texte biblique n'incite, n'invite et ne cautionne la violence. Une église qu'on a pourtant vu très impliquée dans la gestion des tensions au Congo. Disons que l'église va avec le préjugé favorable de ce qu'ils font dans la neutralité, ils n'ont pas de parti pris. Et puis c'est pourquoi vous avez bien pris le cas du Congo, où bien toutes les grandes médiations dans ces pays ont été menées par la conférence épiscopale. Mais je crois qu'il faut questionner plutôt la texture sociologique de ces évêques. Parce que ceux de la RPC, par exemple, ont montré à beaucoup de preuves leur objectif. Dans le reste de l'actualité, le cri d'alarme des populations résidentes dans le 5e arrondissement de Douala, non loin du parcours Vital, les routes ne cessent de se dégrader. Automobilistes, usagers, conducteurs de mototaxi broient du noir sur ce parcours de combattants. Malgré le cri de détresse, rien n'a été fait. Jusqu'ici, reportage Gladys Sidier. Des véhicules qui violent le sens de la circulation. L'image est fréquente dans la ville de Douala. Pour esquiver les nids de poules, les automobilistes qui empruntent l'axe parcours Vita, Carrefour Bijou Makepe, à Douala 5e, roulent dans le sens inverse. Non, je suis très mal à l'aise. Il y a trop de cassis. On ne parvient pas à circuler librement ici. La route est très mauvaise. Quand nous sommes à Bijou Makepe, ce n'est pas facile d'aller jusqu'au rond-point ici de Douala. En passant par le parcours Vita. La route est trop mauvaise de ce côté. Les clients qui partent de cette ligne, parfois quand il y a l'embouteillage, tu peux accepter aller de ce côté à cause d'embouteillage. Ils trouvent un moyen de contourner l'obstacle, au risque de se retrouver nez à nez avec un autre véhicule. Les défauts de la chaussée font partie du quotidien de ces usagers qui essayent tant bien que mal de s'y accommoder, mais sans vraiment y parvenir. Puisqu'à chaque traversée, les véhicules en prennent un coup. Ah ben, mais les routes de Douala se dégradent au fil de temps, on ne sait pas ce qui se passe, où c'est mal travaillé, où c'est... Non, aux heures de pointe ici, tu ne peux pas passer. Aux heures de pointe, il y a l'embouteillage grave ici. Avant, ça avait baissé quand on avait travaillé la route, mais avec cette dégradation-là,
c'est pas facile. La route est tellement gâtée, on ne sait même pas s'il y a les maires ici. Pour parcourir un tronçon de quelques mètres, les automobilistes mettent plus de temps que prévu, puisque tout le monde est obligé de ralentir pour ne pas abîmer son véhicule, ce qui crée d'énormes bouchons, surtout aux heures de pointe. C'est la problématique majeure de la vie nationale au Cameroun, cette crise sociopolitique anglophone qui cristallise l'attention de la République du Cameroun, mais aussi celle de la communauté internationale, et l'annonce de la candidature de Maître Akeremouna qui suscite un tollé de réactions. Je vous disais dans ce journal que notre invité est le bâtonnier Charles Tchongan. Vous l'écouterez en deuxième partie de ce journal. Mais d'abord, cet air de tristesse qui plane sur les 7 collines de Yaoundé. Un célèbre patriarche s'est éteint à la suite d'une crise cardiaque au centre des urgences à Yaoundé. L'émotion est à son comble chez Onambele Zibi. La famille du défunt est inconsolable malgré le réconfort des personnalités de la République, autorités administratives traditionnelles et forces vives du Mfundi. Des précisions avec Emmanuel Diop et Marcelin Gansap. À peine le jour s'est-il levé à Fébé Village que le domicile du patriarche Émile Onambele Zibi a été pris d'assaut par une foule immense. Des cris et des pleurs annoncent la mauvaise nouvelle, celle de la disparition du maître des lieux. Émile Onambele Zibi est décédé dans la nuit de dimanche à lundi, à minuit 30, au centre des urgences de Yaoundé. La triste nouvelle s'est répandue, telle une traînée de poudre, plongeant dans l'émoi, la tristesse et la consternation, aussi bien les membres de sa famille que les voisins, les patriarches du Fundi et plusieurs personnalités de la République, lesquelles se bousculent à sa résidence pour essuyer les larmes de la famille éplorée. Le ministre Grégoire Oona, par ailleurs voisin du disparu, n'a presque pas de voix. Je pense que je n'ai rien à rajouter à toute cette tristesse et à toute cette désolation. Le professeur Joseph Oona, ancien membre du gouvernement, va trouver plus de force pour exprimer la douleur qui l'étreint. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup à dire. C'était quelqu'un vraiment de très noble extraction. Il était pratiquement le patrimoine de la ville de Yaoundé. Et moi, en tant que Mvok Tchumbala, je suis profondément attristé par sa mort. Je crois que par le passé et par le présent, on était toujours ensemble. Je crois qu'il y a même quelques semaines, il m'a envoyé encore des SMS. Je suis très attristé. On verra comment les choses vont se dérouler. C'est la même tristesse qui anime les patriarches du Fundi, dont la présence ne passe pas inaperçue. Tous ont en souvenir l'image d'un baobab qui aura marqué de son empreinte l'histoire politique et sportive du Cameroun. L'image qu'il nous a laissée, nous les patriarches, il savait dire la vérité. Il nous a insulté de dire la vérité devant quelqu'un. Même s'il y a le fusil, dis-lui la vérité. C'est un baobab qui parle, c'est un Fundi à terre. Il n'avait pas la langue de bois. C'était un résistant, le genre de chevalier qu'il faut avoir dans son camp. Et parce que c'était mon partenaire politique, il m'a accueilli à bras ouverts, même à un moment donné, il est arrivé que lui et moi, on se chauffe, parce qu'effectivement, deux brutes, mais on arrivait toujours à s'entendre, parce que les grands hommes finissent toujours par s'entendre. C'était un grand homme politique qu'il fallait avoir avec soi et non contre soi. Pour l'instant, les veuves sont tenues loin de l'objectif de la caméra et les membres de la famille, dont sa fille aînée, ici à l'image, n'ont pas souhaité s'exprimer. Mais l'on apprend que c'est vendredi dernier que le patriarche a entamé son dernier séjour terrestre avec son admission au centre des urgences de Yaoundé à la suite d'une crise cardiaque. Le dimanche 8 octobre, il va entrer dans un coma profond qui l'emporte finalement aux environs de minuit. Né le 7 juin 1944 à Yaoundé, le patriarche Émile Onambele Zibi laisse 2 veuves et une nombreuse progéniture, à jamais marquée par la perte de cet être cher. Vous l'avez suivi, c'est un baobab qui s'est renversé, le patriarche Onambele Zibi, patrimoine du culturel du Cameroun qui s'en est allé, un gardien des traditions réputé, courageux, téméraire et respecté pour ses prises de position tranchées dans le football et la politique, une grande gueule qui s'est tue pour l'éternité. Évocation de l'homme avec Joël Essengé et Marcelin Gansap.
Nous voulons en faire un très grand club. Vous savez, le club est un club mythique. Difficile de parler de football et d'évoquer la question du patriarcat dans le Fundi sans faire allusion à Émile Onambele Zibi. C'est beaucoup plus sur ces deux principaux terrains que le disparu a fait entendre sa voix, redouté et respecté qu'il était. Féru de football, Émile Onambele Zibi l'a été quasiment pendant toute sa vie, comme en témoigne sa longévité à la tête du Tonnerre Karala Club de Yaoundé, un club mythique de la capitale qu'il portait dans son cœur et pour lequel il était prêt à se battre jusqu'à la dernière goutte de sang pour défendre l'honneur. On a encore en mémoire le dernier combat qu'il a livré au stade militaire en début de saison, avant de se résoudre à laisser le club au camp d'en face pour un repli digne d'une retraite méritée à son domicile de Fébé Village. Sa présidence de l'association des clubs d'élite du Cameroun est également une référence à ne pas négliger. Lui qui, contre vents et marées, a toujours supporté la voix de ses pairs. Ceux qui l'ont côtoyé parlent d'un homme téméraire qui ne partise pas avec le mensonge, quitte à se faire des ennemis. Ses prises de parole ont souvent fait jaser. Par exemple, lorsqu'il s'est agi de prendre position sur certains faits d'actualité au nom des patriarches du Fundi. Le dernier en date étant l'appel lancé à Paul Biya pour la libération des prisonniers du Fundi à la suite de la mise en liberté de certains détenus de la crise dite anglophone. Président des patriarches autochtones du Fundi, Émile Onambele Zibi reprécisera sa pensée, mais les commentaires iront bon train dans les chaumières. Qui ne se souvient de cette autre sortie via un mémorandum dans lequel il accusait le président de la République de ne pas favoriser l'épanouissement des filles et fils du Fundi, ce qui lui valut d'ailleurs une mise en quarantaine, sans que cela n'entame pour autant son franc-parler. Militant de la première heure du RDPC, Émile Onambele Zibi était conseiller municipal au sein de l'exécutif de Yaoundé 2 et n'hésitait pas à dénoncer la corruption et le clientélisme qui ont cours au sein de sa famille politique. Même dans la maladie, il sera resté égal à lui-même jusqu'à ce que son souffle s'arrête définitivement à minuit 30 dans la nuit du 8 au 9 octobre 2017, laissant le Fundi orphelin d'un de ses plus grands gardiens de la tradition. Une grande gueule qui se tue à jamais. Dans une poussière de seconde, la deuxième partie de ce journal. Je reçois sur ce plateau Maître Charles Tchungan. Bonsoir. Bonsoir, M. Douffelé. Vous avez été bâtonnier de l'Ordre des avocats du Cameroun entre 2006 et 2010. Comment réagissez-vous face à l'annonce de la candidature du bâtonnier Akeremouna à l'élection présidentielle au Cameroun? Écoutez, je pense que c'est un brin de fraîcheur qui va égayer le débat politique au Cameroun. Vous savez, nous étions dans un contexte où les extrémistes s'étaient figés, ça marchait à gauche contre, ça marchait à droite pour, et puis une voix s'est élevée pour dire il y a une chance pour le Cameroun, essayons-la. C'est comme ça que je reçois la candidature du bâtonnier Akeremouna. Je considère que les critiques, la violence des critiques qui lui sont portées depuis qu'il a annoncé la candidature montre simplement que sans doute c'est un des candidats les plus crédibles depuis quelques mois. J'ai vu comment on a attaqué Kavalibi parce qu'il a proposé 11 millions d'inscrits. Tout ce qui est nouveau au Cameroun suscite beaucoup de scepticisme. Mais j'ai le sentiment que le mouvement que le bâtonnier Akeremouna lance maintenant va peut-être réveiller tous ceux qui dormaient partout et j'espère simplement que le programme sera à la hauteur des ambitions. Mais qui est-il réellement? Vous n'êtes pas son porte-parole, certes, mais la majorité des Camerounais connaît très peu le bâtonnier Maître Akeremouna. Qui est-il concrètement? Quels sont ses faits d'armes? Vous qui l'avez côtoyé, vous qui êtes venu après lui au sein de l'Ordre des avocats du Cameroun pour être à la tête. Écoutez, je me souviendrai d'un de ses meilleurs faits d'armes, et je crois que c'est le plus fort. Vous savez, nous avons un barreau qui était miné par les mots du Cameroun, le tribalisme. Et je me souviens que lorsque le bâtonnier Akeremouna fut élu bâtonnier, nous avons eu un barreau où il y avait sur 15 membres du Conseil de l'Ordre, il y en avait 13 qui venaient de la même région. Et lui, qui était le leader de cette coalition, a dit si c'est ça, je ne peux pas gouverner un barreau où vous avez 13 membres qui viennent de deux groupes sociopolitiques, c'est-à-dire
bamileke et les anglophones. Donc par conséquent, je refuse le bâtonnat pour lequel j'ai été élu. Et j'ai noté que beaucoup de Camerounais, membres élus, ont démissionné pour permettre que les autres régions camerounaises soient représentées dans ce conseil. Et c'est là qu'est né ce que nous avons appelé le Rainbow, hein, le groupe arc-en-ciel, qui a permis à des gens qui n'avaient pas de base électorale puissante, comme les gens de l'Ouest et du Nord-Ouest, du Sud-Ouest, comme Batoye Banga, d'arriver au bâtonnat sur une base de compétences et de respect. Donc je pense que c'est quelqu'un qui n'est pas arrivé à des questions tribales, qui n'est pas arrivé à des questions mercantilistes, qui n'est pas arrivé à des questions qui touchent, n'est-ce pas, à la corruption. Je souhaite que le programme qui va nous dérouler, on l'espère, va permettre à voir comment il souhaite gouverner si un matin les Camerounais le choisissent comme président de la République. Alors vous avez parlé des critiques acerbes contre lui. L'une d'entre elles concerne bien sûr sa filiation anglophone. On estime que cette sortie de Maître Akeremouna est essentiellement opportuniste, liée à la crise actuelle qui prévaut dans les deux régions anglophones. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous savez, M. Noufele, je regarde la vie politique camerounaise depuis de nombreuses années. J'en ai été acteur par mes moments perdus dans la vie politique. J'ai regardé il y a quelques semaines comment on a critiqué Brenda et Junior parce qu'il voulait il voulait concourir à l'accès à l'ENAM. Le crime du père que le fils doit subir, là, il faut que ça cesse. On fait le procès d'Akeremouna pour avoir été le fils d'eux. On a fait le procès de Brenda et de Junior pour être les filles et le fils d'eux. Il faut que ça s'arrête. Ce Cameroun nous appartient à nous tous. Le père fondateur n'a pas créé un pays où les enfants doivent payer les péchés du père, encore qu'on n'a pas encore établi que les parents aient commis des péchés. Donc par conséquent, je souhaite que les Camerounais jugent la candidature de Maître Akeremouna, du Batoye Akeremouna, comme la candidature d'un citoyen libre qui a décidé. Et c'est un acte de courage dans ce pays de dire cela aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, on voit tout le monde, tous les gens qui sont tapis dans l'ombre et qui attendent que le père s'endorme pour que les couteaux sortent la nuit pour se présenter. Lui a dit qu'il veut que ça se passe aujourd'hui. J'attends comment le président de la République va réagir à cette candidature. Et puis nous verrons comment les gens vont se déterminer pour faire en sorte que nous puissions, ceux qui le soutiennent, fassent en sorte que ça devienne demain une espérance. Alors il a choisi de mettre son programme politique sous les couleurs du fédéralisme, d'ores et déjà annoncé dans ses premiers propos. Cela démontre une fois de plus qu'en 2018, le débat politique sera centré autour du système de gouvernance au Cameroun. Quelle est votre analyse? Vous souffrez que je ne sois pas d'accord avec lui sur ce point. Moi, j'ai la conviction que le débat sur l'avenir du pays ne porte pas pour ou contre le fédéralisme. Le débat dans ce pays porte sur la capacité de l'État et des institutions de ce pays à faire en sorte que l'ensemble des citoyens de ce pays se sentent bien dans ce pays, que les gens se mettent au travail, que les mairies travaillent, que les routes soient construites, que les hôpitaux soient construits, que les écoles fonctionnent, que j'ai un peu d'air. Comment mettre tout cela en musique sans que le système de gouvernance actuel ou futur ne soit modifié? La question de la gouvernance est une question par rapport à laquelle tout le monde est d'accord. Mais la question de la forme de l'État n'est pas la solution. La solution, ce n'est pas la forme de l'État. Ce n'est pas la question du fédéralisme. Moi, je milite pour un Cameroun où, dans le cadre d'une forte décentralisation, une forte régionalisation, une grande autonomie pour les régions spécifiques comme le Nord-Ouest et le Sud-Ouest, les citoyens puissent se sentir concernés par la manière dont le Cameroun est géré. Parce qu'en fait, les questions sur la forme, ceux qui se débattent sur la forme de l'État se trompent. Et pour quelle raison? Parce qu'en réalité, si vous interrogez un citoyen de Bonapriso ou de Makepe, tout à l'heure dans votre reportage, je voyais comment les chauffeurs souffraient pour traverser les nids de poules. C'est ça qui intéresse le Camerounais. Le travail, les routes, la santé, l'école. Ce n'est pas le fait qu'on dessine un État, n'est-ce pas, virtuel, avec Mais donc on estime qu'avec un système fédéral, les populations pourront elles-mêmes, à travers les élus, avoir plus de moyens de pouvoir résoudre ces problèmes liés justement
aux infrastructures et aux services sociaux de base? Je vais vous donner deux exemples. Le fédéralisme a ceci d'inconvénient. Lequel? Qu'il va accroître le coût de gestion des structures de l'État. Vous aurez deux États fédérés et un État fédéral. Sur le plan financier, ça coûtera cher, n'est-ce pas? Maintenant, même dans l'État unitaire, indivisible, comme disent ceux qui militent, qui marchent depuis quelques mois dans les rues, les grands projets qu'on a annoncés comme des grands projets structurants, ce sont des projets à coût nul, parce que quand vous avez un projet comme Mvele, où on a construit une grande centrale, on a fait croire aux Camerounais que c'est une grande centrale électrique, alors que c'est une centrale de retenue d'eau pour gérer le cours de la Sanaga, qui ne produit pas d'électricité pour les voisins. Il a fallu que la BAD vienne au Cameroun fournir quelques financements pour qu'on construise une centrale électrique à côté pour fournir les villages d'à côté. Quand vous prenez la centrale de Mekim, où à l'arrivée, on s'est rendu compte qu'une quinzaine de villages alentours ont été inondés parce qu'on n'avait pas pensé au fait que cette centrale, lorsqu'il serait mis en marche, inonderait les populations. Quand on a un port, comme le port de Kribi, qui est un ouvrage exceptionnel, mais qui a été construit avec beaucoup de projets annexes, comme le mine de Mbalam. Il y avait 462 km de voies ferrées qui devaient transporter les fers de Mbalam pour aller au quai minéralier du port de Kribi. Il y avait les mamelles de Kribi, parce qu'à Kribi il y a du fer aussi. L'autoroute qui devait relier, n'est-ce pas, Kribi à Edea, la grande réforme d'Alucam, qui devait permettre, n'est-ce pas, de servir Yaoundé et de servir Douala. Tout cela n'a pas été fait. Mais on a quand même construit le port en eau profonde de Kribi. Mais quand vous avez construit la grosse infrastructure, sans prévoir les voies de délaissement, qu'est-ce qui reste? Il reste effectivement un grand investissement, ce que les gens appellent un éléphant blanc, qui en fait ne booste pas l'économie, qui ne crée pas d'emploi, mais qui est, dans le budget de l'État, un poids mort. Donc en clair, pour vous, quel que ce soit le fédéralisme ou l'État unitaire décentralisé, la question de la gouvernance doit être au cœur des préoccupations. Me semble-t-il. Voyez-vous, quel que soit l'État que vous choisissez, la forme de l'État que vous choisissez, s'il n'y a pas un programme économique puissant qui remette les Camerounais au travail. Voyez-vous, moi j'ai beaucoup souffert depuis 2 semaines. Quand j'ai vu des gens marcher à Boya, à Bamenda, et puis quand j'ai vu dans les autres 8 provinces, des gens marcher contre ou pour, etc., je me suis dit, quel gâchis. Comment ce pays peut se permettre autant d'énergie gâchée alors qu'il y a tellement de choses à faire? Si nous pouvions concentrer toute cette énergie, si nous pouvions concentrer tout cet argent pour construire les routes, pour renforcer la capacité de plateaux techniques des hôpitaux, renforcer la capacité de formation des formateurs dans nos écoles, dans nos universités, pour exporter. Voyez-vous, un des points focaux de ce pays, c'est l'agriculture. Vous avez oublié l'agriculture. L'agriculture a été, dans les années 60, n'est-ce pas, la plus grande richesse du Cameroun, parce que le pétrole est arrivé 20 ans plus tard. Est-ce que ces questions-là, dont vous faites mention, cette problématique socio-économique, est-ce qu'elles doivent être intégrées dans ce dialogue que tout le monde appelle de toutes leurs forces pour pouvoir sortir de la crise? Vous savez, le confort politique des gens, c'est comme à la tripartite. Ils cherchent tous des postes. Ils veulent être tous sortis d'un grand machin national. Ils veulent tous ministres, gouverneurs, ambassadeurs. Mais au sortir de tout ça, que deviennent nos populations? Que deviennent-ils? Il faut que nous posions les vraies questions et que nous leur apportions les bonnes réponses. Regardez la route Douala-Yaoundé. Tous les 2-3 semaines, il y a des bus qui s'effondrent. Pourquoi? Parce que la capacité, n'est-ce pas, de résistance de la route est morte. Et ces bus qui ont été construits il y a 30 ans ne sont plus à même à supporter, n'est-ce pas, la charge routière qu'elle supporte. Regardez notre autoroute qu'on a déclenchée il y a quelques années. Elle est bloquée pourquoi? Parce que les populations qu'on a déguerpies n'ont pas été indemnisées. Il faut que nous posions les bonnes questions pour avoir les bonnes réponses. C'est pour cela qu'en fait, la candidature de Batoye Mouna est une piqûre démocratique. Pour que nous nous interrogions sur les programmes. Ce qui est important, ce n'est pas que ce soit Akele Mouna qui soit candidat. Ce qui est important, c'est que veut-il faire
du Cameroun s'il est élu. Dans ce contexte de processus électoral, en quelques mots, est-ce que cette candidature annoncée peut prospérer en 2018 au regard de toutes les expériences que vous avez avec le processus électoral au Cameroun? Moi, je pense qu'elle prospérera. Elle prospérera. Pour ceux qui regardent la vie politique camerounaise et africaine, je pense qu'elle prospérera. Mais je veux dire que le bateau Akere Mouna est au début d'une longue marche. Et vous savez, les longues marches dans l'histoire du monde ont ceci de terrible. C'est qu'elle laisse derrière elle beaucoup, n'est-ce pas, de morts et de vies. Juste aimé que vous me donniez 2 minutes. Je vous en prie, allez-y pour conclure. Pour conclure et faire un clin d'œil à 2 grands bonhommes de l'histoire de l'Afrique et du monde. Je pense aujourd'hui à Che Guevara. Che Guevara, vous savez, c'est un médecin argentin qui a été assassiné à Higuera, dans une petite ville de Bolivie. Et dont la philosophie révolutionnaire est partagée dans le monde. Et je voulais penser aussi, parce que le 15 octobre, c'est l'anniversaire d'un grand réformateur africain, Thomas Sankara. C'est dans 3 jours, le 15 octobre. C'est l'anniversaire également de sa disparition dans ce monde. Et puis, je vais vous dire une chose. Ceux qui veulent construire leur pays doivent ne penser qu'à l'intérêt général. Parce que dans nos vies, ce qui est important, ce n'est pas nos parcours individuels. Parce que je pense que M. Akere Mouna aurait pu aller se reposer compte tenu de ce qu'il a comme matière qu'il a accumulé comme matière dans sa vie. Je crois qu'il a voulu taper les pieds dans la fourrière pour dire, écoutez, essayons de changer un peu. Et puis le fait qu'il soit anglophone, je voulais terminer par là, est un appel important. Parce que j'ai entendu sur les plateaux de télévision depuis un mois les gens dire, oui, on va leur donner le poste de vice-président, président du Sénat. Pourquoi pas l'alternance francophone-anglophone? Merci, maître Charles Tchongan. Je rappelle que vous avez été bâtonnier au Cameroun entre 2006 et 2010. Mesdames, messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Ne manquez pas 100% foot ce soir. Parmi les invités, le team manager des Lions Indomptables, Alphonse Camille, l'invité de Étienne Pascal Azégué. Il s'exprimera sur cette controverse qui le concerne au sein de la tanière des Lions Indomptables, mais aussi les performances de ses joueurs et bien sûr son histoire glorieuse au sein des Lions Indomptables. Alphonse Camille, invité de l'émission 100% foot à suivre juste après ce journal, émission réalisée par Emos Fanga et présentée par Étienne Pascal Azégué. Bonne soirée sur Equinox Télévision. Le domicile du patriarche Émile Onambele Zibi a été pris d'assaut par une foule immense. Des cris et des pleurs annoncent la mauvaise nouvelle, celle de la disparition du maître des lieux. Émile Onambele Zibi est décédé dans la nuit de dimanche à lundi, à minuit 30, au centre des urgences de Yaoundé. La triste nouvelle s'est répandue, telle une traînée de poudre, plongeant dans l'émoi, la tristesse et la consternation, aussi bien les membres de sa famille que les voisins, les patriarches du Fundi et plusieurs personnalités de la République, lesquels se bousculent à sa résidence pour essuyer les larmes de la famille éplorée. Le ministre Grégoire Oona, par ailleurs voisin du disparu, n'a presque pas de voix. Je pense que je n'ai rien à rajouter à toute cette tristesse et à toute cette désolation. Le professeur Joseph Oona, ancien membre du gouvernement, va trouver plus de force pour exprimer la douleur qui l'étreint. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup à dire. C'était quelqu'un vraiment de très noble extraction. Il était pratiquement le patrimoine de la ville de Yaoundé. Et moi, en tant que Mbok Tchumbala, je suis profondément attristé par sa mort. Je crois que par le passé et par le présent, on était toujours ensemble. Je crois qu'il y a même quelques semaines, il m'a envoyé encore des SMS. Je suis très attristé. On verra comment les choses vont se dérouler. C'est la même tristesse qui anime les patriarches du Fundi, dont la présence ne passe pas inaperçue. Tous ont en souvenir l'image d'Mbaoba qui aura marqué de son empreinte l'histoire politique et sportive du Cameroun. L'image qu'il nous a laissée, nous les patriarches, ça veut dire la vérité. Il nous a insulté de dire la vérité devant quelqu'un. Même s'il y a le fusil, dis-lui la vérité. C'est un Baoba qui parle.
son Fundoti à terre. Il n'avait pas la langue de bois. C'était un résistant, le genre de chevalier qu'il faut avoir dans son camp. Parce que c'était mon partenaire politique. Il m'a accueilli à bras ouverts, même à un moment donné, il est arrivé que lui et moi, on se chauffe. Parce qu'effectivement, deux brutes, mais on arrivait toujours à s'entendre parce que les grands hommes finissent toujours par s'entendre. C'était un grand homme politique qu'il fallait avoir avec soi et non contre soi. Pour l'instant, les veuves sont tenues loin de l'objectif de la caméra et les membres de la famille, dont sa fille aînée, ici à l'image, n'ont pas souhaité s'exprimer. Mais l'on apprend que c'est vendredi dernier que le patriarche a entamé son dernier séjour terrestre avec son admission au centre des urgences de Yaoundé à la suite d'une crise cardiaque. Le dimanche 8 octobre, il va entrer dans un coma profond qui l'emporte finalement aux environs de minuit. Né le 7 juin 1944 à Yaoundé, le patriarche Émile Onambélé Zibi laisse deux veuves et une nombreuse progéniture à jamais marquée par la perte de cet être cher. Vous l'avez suivi, c'est un baobab qui s'est renversé, le patriarche Onambélé Zibi, patrimoine du culturel du Cameroun qui s'en est allé, un gardien des traditions réputé, courageux, téméraire et respecté pour ses prises de position tranchées dans le football et la politique, une grande gueule qui s'est tue pour l'éternité. Évocation de l'homme avec Joël Essengé et Marcelin Gansap. Nous voulons faire un très grand club. Vous savez, le club est un club mythique. Difficile de parler de football et d'évoquer la question du patriarcat dans le Fundi sans faire allusion à Émile Onambélé Zibi. C'est beaucoup plus sur ces deux principaux terrains que le disparu a fait entendre sa voix. Redouté et respecté qu'il était, féru de football, Émile Onambélé Zibi l'a été quasiment pendant toute sa vie, comme en témoigne sa longévité à la tête du Tonnerre Karala Club de Yaoundé, un club mythique de la capitale qu'il portait dans son cœur et pour lequel il était prêt à se battre jusqu'à la dernière goutte de sang pour défendre l'honneur. On a encore en mémoire le dernier combat qu'il a livré au stade militaire en début de saison, avant de se résoudre à laisser le club au camp d'en face pour un repli digne d'une retraite méritée à son domicile de Fébé Village. Sa présidence de l'association des clubs d'élite du Cameroun est également une référence à ne pas négliger. Lui qui, contre vents et marées, a toujours supporté la voix de ses pairs. Ceux qui l'ont côtoyé parlent d'un homme téméraire qui ne partise pas avec le mensonge, quitte à se faire des ennemis. Ses prises de parole ont souvent fait jaser. Par exemple, lorsqu'il s'est agi de prendre position sur certains faits d'actualité au nom des patriarches du Fundi. Le dernier en date étant l'appel lancé à Paul Biya pour la libération des prisonniers du Fundi à la suite de la mise en liberté de certains détenus. Le parti qui sort premier soit affaibli. À ce moment, qu'est-ce que vous faites? C'est un gouvernement d'union nationale. Bon, vous ne pouvez pas bloquer un pays parce que vous dites que je ne me fous pas à ces partis, alors que vous êtes l'union des populations du Cameroun. Au sujet de l'unité de l'UPC, qui est le talon d'Achille de ce parti, son nouveau secrétaire général annonce une démarche en direction de l'honorable Robert Bapolipot, absent lors de ce congrès. La première chose que je dois faire, c'est bien évidemment de lui tendre la main parce que, en l'occurrence, nous sommes quand même les chrétiens. Je crois que vous allez à l'église, vous savez que Jésus-Christ, ce qu'il faisait, c'est lui qui allait vers les gens, pas eux qui venaient vers lui. Donc, il faut lui tendre la main. Il vient, on cause, il rejoint le parti, il a une expérience en tant que membre du Parlement, en tant que député. Nous avons besoin de cette expérience dans le parti. À l'UPC, on veut croire que le temps de la refondation est arrivé. La construction de l'unité nationale est mise à rude épreuve au Cameroun. La montée des revendications à caractère sécessionniste et les violences meurtrières en sont la parfaite illustration. Alors que la crise sociopolitique anglophone s'enlise, la conférence épiscopale nationale reproche au gouvernement de brouiller les pistes d'un dialogue franc et sincère, au cours duquel toutes les vérités historiques doivent être abordées sans tabou. Des précisions avec Élisée Borba et Aïk Cyril. Visé par une plainte d'un groupe de parents d'élèves, des évêques de la province ecclésiastique de Bamenda
ont récemment bénéficié de l'arrêt des poursuites. Mais la conférence épiscopale nationale du Cameroun exige que les auteurs de cette plainte soient eux aussi traduits en justice. C'est trop facile d'obtenir des gens en justice et après de décider que les charges sont... Je crois que c'est pas sérieux. Nous souhaitons qu'il n'y ait plus ce genre d'amateurisme. Si les gens n'ont rien fait, il ne faut pas les assigner en justice. S'ils ont fait quelque chose, il faut aller jusqu'au bout. Parce qu'il ne faut pas donner l'impression qu'on a pitié des évêques. Alors, c'est pas sérieux. Parce que le point d'interrogation va rester quand même. Et si effectivement on a tenu les évêques en justice pour rien, que ceux qui l'ont fait, n'est-ce pas, répondent de leurs actes. Sur le problème anglophone, proprement dit, la conférence épiscopale nationale du Cameroun, à travers la commission Justice et Paix, pense qu'il y a des vérités historiques à ne pas cacher. Un dialogue, mais un dialogue que j'ai qualifié dans ce sans complexe, hein, et en lien avec la vérité, parce qu'il y a une vérité historique. Vous voyez, et l'évangile dit la vérité libère. Tant qu'on occulte, n'est-ce pas, cette vérité historique, le dialogue précédent ne peut pas être franc. S'agissant de la forme de l'État, les évêques optent pour le respect de la Constitution qui consacre l'État unitaire décentralisé, même s'ils se défendent d'avoir clairement pris position à ce sujet. Donc il n'est pas question d'un choix que les évêques ont fait. Les évêques demandent que précisément le choix qui avait été fait de façon constitutionnelle qu'il soit mis en place. Nos textes fondamentaux ont quand même retenu, depuis plusieurs années, j'insiste, n'est-ce pas, la forme en lien avec la décentralisation. Eh bien, les évêques estiment que si elle avait déjà été mise en place, la probabilité est grande que ce que nous vivons maintenant soit un peu atténué. Si les évêques optent pour le dialogue en guise de solution à la crise anglophone au Cameroun, ils exigent également plus de justice au propre comme au figuré. Vous l'avez vu, cette crise sociopolitique anglophone laisse transparaître des divergences d'opinion politique au sein de l'Église catholique du Cameroun. D'un côté, la conférence épiscopale plaide en faveur d'une décentralisation totale des institutions publiques dans le chaudron de la crise. Les évêques anglophones de la province ecclésiastique de Bamenda vont bien plus loin en exigeant la mise en place d'un fédéralisme. Pour la conférence épiscopale, chaque Camerounais doit reconnaître sa responsabilité dans le malaise social qui prévaut dans les régions anglophones. Par contre, les évêques de la province ecclésiastique de Bamenda estiment que le régime de Yaoundé et le RDPC sont les principaux responsables des escalades de tensions qui prévalent dans les différentes régions anglophones. Comment comprendre ce ton incisif des évêques anglophones qui contraste avec le ton modéré de la conférence épiscopale? Élément des réponses dans ce reportage signé Kate Diarra. C'est le 4 octobre dernier que les évêques de la province ecclésiastique du Nord-Ouest ont signé une sortie dans laquelle ils dénoncent et condamnent la montée de violences enregistrées dans les régions anglophones au cours des manifestations du 22 septembre au 1er octobre 2017. De nombreux jeunes, parmi lesquels de simples fidèles de l'Église, Bonsoir à tous. À la une de ce journal, un tollé de réactions après l'annonce de la candidature de Maître Akeremouna à l'élection présidentielle prévue en 2018. 2 fois bâtonnier au Cameroun, fils de l'ancien vice-président de l'ex-République fédérale du Cameroun et figure majeure de la lutte anticorruption, Maître Akeremouna est sorti de sa réserve pour, en ces heures troubles de la vie nationale, après avoir critiqué la malgouvernance au Cameroun, il veut construire une nouvelle république fédérale. Quelles sont les chances de succès de sa candidature annoncée dans un processus électoral vicié et contesté au Cameroun? Qui est-il réellement? Dans ce journal, un autre bâtonnier s'exprime sur cette candidature annoncée de Maître Akeremouna. Vous écouterez dans ce journal Maître Charles Tchongan. Et cette crise sociopolitique anglophone s'enlise et laisse transparaître des divisions au sein de l'Église catholique du Cameroun entre les évêques anglophones pro-fédéralistes
et ceux qui en appellent à une décentralisation totale. Analyse et décryptage de ces divergences politiques au sein de l'Église catholique, c'est à suivre au cœur de ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. Il a décidé de se lancer dans la course à l'élection présidentielle prévue en 2018. Maître Akeremouna est sorti de sa réserve pour annoncer aux Camerounais sa volonté de construire une nouvelle république où les Camerounais vivront dans l'union et la paix, sans tribalisme, sans injustice, sans favoritisme. 2 fois bâtonnier au Cameroun, figure majeure de la lutte anticorruption, Maître Akeremouna invite Paul Biya à se retirer et préparer une transition pacifique afin que les Camerounais élisent pour la première fois un président de la République. Il estime avoir les atouts pour être le prochain président de la République du Cameroun. Il vient de faire son annonce à l'élection pour être candidat à l'élection présidentielle au Cameroun. Quelles sont les chances de cette candidature annoncée de Maître Akeremouna à l'élection présidentielle? Certes, la loi électorale consacre le dépôt de candidature via un parti politique ou encore de manière indépendante, mais des spécialistes des questions électorales ont identifié des vices subtilement introduits dans la loi électorale et pouvant bloquer à la dernière minute un candidat putatif à l'élection présidentielle. Pourtant, cela est en parfaite contradiction avec la charte de l'Union africaine. Aïk Cyril et Joël Essengue nous en disent plus dans ce reportage. Maître Akeremouna annonce son intention de briguer la magistrature suprême l'année prochaine. A priori, sa candidature ne pose aucun problème au regard de la loi électorale en vigueur au Cameroun. Tout candidat aujourd'hui, Maître Mouna ou tout autre, pourrait soit être validé par un parti politique, soit obtenir 300 candidats, 300 signatures dans les différentes régions du Cameroun. Il faudrait pour cela avoir 30 signatures par région. Et les 30 signatures, ce n'est pas la signature de n'importe qui, c'est des personnes qui sont supposées être représentatives des communautés locales, notamment les conseillers municipaux, les élus, les députés ou autres sénateurs, les chefs traditionnels des degrés considérables. Il existe donc 2 possibilités, mais pour ce qui est des partis politiques, la loi exige que pour qu'un parti politique présente une candidature à l'élection présidentielle, il faut avoir au moins un élu. Au moins un élu. Qu'est-ce qu'il s'agit d'un conseil municipal, ou d'un député, ou d'un sénateur, il faut avoir au moins un élu. En ce qui concerne les candidatures indépendantes, il faut 30 signatures, 30 lettres de parrainage de candidature, qu'il s'agisse de 30 chefs traditionnels, s'il y en a des chefs traditionnels premier degré, là-bas, dans cette localité-là, ou de 30 conseils municipaux, ou de 30 députés ou sénateurs, il n'y a pas de problème. Ou 10, 20, ainsi de suite. Donc, aucun quota n'est exigé par la loi. Dans la configuration politique actuelle, 15 partis seulement peuvent investir un candidat. La séquence électorale, si on respecte le calendrier, fait que l'élection présidentielle viendra après les élections législatives et municipales. Donc le corps potentiel des partis politiques susceptibles de porter une candidature n'est pas encore connu. La même crainte est soulevée pour ce qui concerne les candidatures indépendantes. Il est tout à fait difficile pour un candidat aurait été torturé, incarcéré et même tué, tandis que de nombreux autres sont portés disparus. Les évêques vont plus loin et s'insurgent contre le cynisme des dirigeants en raison des manifestations des personnalités du RDPC qui ont marché le 1er octobre sur toute l'étendue du territoire pour commémorer la réunification, alors qu'en face, un peuple qui revendiquait son indépendance était discriminé, persécuté. Un état de choses qui aurait poussé le peuple en question à se radicaliser, conclut-il. Ils en appellent à la libération des personnes incarcérées, la démilitarisation des 2 régions, le passage à l'État fédéral pour éviter le génocide. Une position taxée de radicale et partisane. Radicale qui est constituée des évêques de la zone anglophone, notamment, qui, dans une approche de manque de distanciation par rapport aux faits, parce qu'ils sont originaires de la zone, donc ils versent dans ce qu'on appelle
repli identitaire et manque quelquefois d'objectivité et de lucidité dans l'analyse de la situation. Une position qui va à l'encontre de celle prise par la Conférence épiscopale nationale du Cameroun, qui pour sa part en appelle à l'intensification des prières en faveur de la paix, au dialogue et à la décentralisation totale des institutions publiques, un rôle de pacificateur et de rassembleur propre à l'Église. Un côté de la conférence épiscopale qu'on peut appeler modéré, en reconnaissant que l'État a le pouvoir régalien de résorber cette crise, mais condamnant quand même la violence qui est exercée par la destruction des biens, par des violences exercées, de voies de fait sur des personnes, c'est qu'aucun texte biblique, quitte à convoquer les exégètes de la Bible, aucun texte biblique n'incite, n'invite et ne cautionne la violence. Une église qu'on a pourtant vu très impliquée dans la gestion des tensions au Congo. Disons que l'Église va avec le préjugé favorable de ce qu'ils font dans la neutralité, ils n'ont pas de parti pris. Et puis c'est pourquoi vous avez bien pris le cas du Congo, où bien toutes les grandes médiations dans ces pays ont été menées par la conférence épiscopale. Mais je crois qu'il faut questionner plutôt la texture sociologique de ces évêques. Parce que ceux de la RPC, par exemple, ont montré à beaucoup de preuves leur objectif. Dans le reste de l'actualité, le cri d'alarme des populations résidentes dans le 5e arrondissement de Douala, non loin du parcours Vital, les routes ne cessent de se dégrader. Automobilistes, usagers, conducteurs de mototaxi broient du noir sur ce parcours de combattants. Malgré le cri de détresse, rien n'a été fait. Jusqu'ici, reportage Gladys Sidier. Des véhicules qui violent le sens de la circulation. L'image est fréquente dans la ville de Douala. Pour esquiver les nids de poules, les automobilistes qui empruntent l'axe parcours Vita, Carrefour Bijou Makepe, à Douala 5e, roulent dans le sens inverse. Non, je suis très mal à l'aise. Il y a trop de cassis. On ne parvient pas à circuler librement ici. La route est très mauvaise. Quand nous sommes à Bijou Makepe, ce n'est pas facile d'aller jusqu'au rond-point ici de toi. En passant par le parcours Vita. La route est trop mauvaise de ce côté. Les clients qui partent de cette ligne, parfois quand il y a l'embouteillage, tu peux accepter d'aller de ce côté à cause d'embouteillage. Ils trouvent un moyen de contourner l'obstacle, au risque de se retrouver nez à nez avec un autre véhicule. Les défauts de la chaussée font partie du quotidien de ces usagers qui essayent tant bien que mal de s'y accommoder, mais sans vraiment y parvenir. Puisqu'à chaque traversée, les véhicules en prennent un coup. Mais les routes de Douala se dégradent au fil de temps, on ne sait pas ce qui se passe, où c'est mal travaillé, où c'est... Non, aux heures de pointe ici, tu ne peux pas passer. Aux heures de pointe, il y a l'embouteillage grave ici. Avant, ça avait baissé quand on avait travaillé la route, mais avec cette dégradation-là, c'est pas facile. La route est tellement gâtée. On ne sait même pas s'il y a les mers ici. Pour parcourir un tronçon de quelques mètres, les automobilistes mettent plus de temps que prévu, puisque tout le monde est obligé de ralentir pour ne pas abîmer son véhicule, ce qui crée d'énormes bouchons, surtout aux heures de pointe. C'est la problématique majeure de la vie nationale au Cameroun, cette crise sociopolitique anglophone qui cristallise l'attention de la République du Cameroun, mais aussi celle de la communauté internationale, et l'annonce de la candidature de Maître Akeremouna qui suscite un tollé de réactions. Je vous disais dans ce journal que notre invité est le bâtonnier Charles Tchongan. Vous l'écouterez en deuxième partie de ce journal. Mais d'abord, cet air de tristesse qui plane sur les 7 collines de Yaoundé. Un célèbre patriarche s'est éteint à la suite d'une crise cardiaque au centre des urgences à Yaoundé. L'émotion est à son comble chez Onambele Zibi. La famille du défunt est inconsolable malgré le réconfort des personnalités de la République, autorités administratives traditionnelles et forces vives du Mfundi. Des précisions avec Emmanuel Diop et Marcelin Gansap. À peine le jour s'est-il levé à Fébé Village que le pouvoir obtenir les 30 par région, parce qu'on peut avoir 500 signatures dans cette région et dans d'autres régions, on n'arrivait pas à avoir une signature. Et quand on sait qu'il y a des localités aujourd'hui où le RDPC s'est accaparé l'ensemble des conseils municipaux, il sera donc difficile d'aller piquer dans le RDPC les 30 signatures requises. Selon des experts, la loi électorale en vigueur au Cameroun est en contradiction avec la charte de l'Union africaine, en ce sens que pour les candidatures indépendantes à l'élection présidentielle, elle est essentiellement discriminatoire.
Et cette candidature annoncée de Maître Akérémouna suscite un tollé de réactions au Cameroun. Qui est-il réellement, au-delà du fait que c'est le fils de l'ancien vice-président de l'ex-République fédérale du Cameroun? Nous en parlerons dans ce journal avec le bâtonnier Charles Tchungan, invité dans la deuxième partie de ce journal. Mais avant, déroulons le fil conducteur de ces différents candidats déclarés jusqu'ici au Cameroun, qui comptent bien sûr être dans la course pour le fauteuil présidentiel en 2018. On lève le voile avec Eric Ouattat et Donald Anouza. L'avenir de notre pays pourrait bien dépendre de ce qui se passera demain. Ces dernières semaines, j'ai échangé avec de nombreux Camerounais, des citoyens provenant de tous les horizons, à l'intérieur du pays comme à l'extérieur. Maître Akérémouna est candidat à la présidentielle de 2018 au Cameroun. L'ancien bâtonnier de l'ordre des avocats, pour coller à l'actualité de l'heure, affirme que si l'électorat lui accordait l'accès à la magistrature suprême, il choisira le fédéralisme. À côté de la candidature du fils de Tandeng Moula, l'un des pères fondateurs du Cameroun réunifié, l'on compte à ce jour plus d'une dizaine de candidats déclarés au putatif. Parmi les postulants, l'opinion a enregistré en avril 2017 la candidature de Jean-Blaise Ngouet, jusqu'alors connu comme représentant au Cameroun d'une marque de produits électroniques. C'est lui qui veut diriger le pays sous la bannière du mouvement patriotique pour le changement du Cameroun, dévoile un programme politique qui a pour point d'orgue la création d'un statut particulier pour les anciens chefs d'État et les ex-premières dames, à qui il veut assurer une impunité constitutionnelle pour les actes posés au cours de leur mandat. D'autres jeunes loups aux dents bien longues, manifestement séduits par l'effet Macron en France, lorgnent avec sérieux le fauteuil présidentiel. Même si Cabral Libi, présenté comme tête de file de ce courant, ne s'est pas officiellement constitué candidat, certains de ses congénères ont déjà annoncé leur ambition politique pour 2018. Serge Espoir Matomba, la trentaine révolue, a été désigné le 10 juin 2017 par son parti, le Peuple uni pour la rénovation sociale, comme candidat de cette formation politique. Le conseiller municipal de Douala 4e s'appuie sur la jeunesse afin de proposer une alternance politique axée sur la bonne gouvernance. À cette liste non exhaustive s'ajoute le leader du parti de l'Esprit d'Avril 48, Jean-Marc Ngos, le candidat déclaré à la succession du président Biya et qui se revendique des connaissances en sciences occultes, appelle le peuple camerounais à se retourner vers Dieu pour libérer la nation. En attendant, l'agenda précis de cette élection, encore lointaine mais certaine, force est de constater que la présidentielle 2018 crée des vocations particulièrement chez les nouveaux venus de la scène politique qui auront certainement maille à partir avec la vieille garde, plus aguerrie par l'expérience politique et dont de nombreux leaders tardent à déclarer leur intention pour 2018. Toujours dans ce chapitre politique, l'Union des populations du Cameroun n'a pas encore officiellement choisi son candidat pour la prochaine élection présidentielle. Mais jusqu'ici, l'on connaît déjà la nouvelle équipe dirigeante de l'UPC. Dr Pierre Balaguel-Nkot et Abiba Issa Douala sont le nouveau tandem placé à la tête de l'UPC. Explication avec Emmanuel Diop et Guy Zogo. Le 7e congrès de l'Union des populations du Cameroun vient de livrer son verdict pour ce qui est des dirigeants de ce parti. Le nouveau secrétaire général élu à l'issue de ce congrès est le docteur Pierre Balaguel-Nkot, tandis que la présidence est dirigée par Abiba Issa Douala. Le nouveau secrétaire général indique déjà les chantiers prioritaires. Il faut structurer le parti à la base, au niveau des régions, parce qu'il y aura les régionales, au niveau des départements, parce qu'il y aura les législatives, au niveau des arrondissements, parce qu'il y aura les municipales. Donc, plus notre mouvement est structuré à la base, plus nous aurons des listes à présenter et plus nous aurons la chance de gagner des mairies et des députés. Au sujet de l'alliance avec le RDPC, sans l'araignée, il estime que l'UPC est en quête du pouvoir et prendra part au scrutin à venir. Notre vision, c'est d'avoir des députés. C'est d'aller aux élections présidentielles. C'est avoir tout le pouvoir ou une partie du pouvoir. Quand vous êtes dans cette position, il peut arriver que même